Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des indices actions qui n'en ont peut-être pas fini avec le rebond après quelques séances de consolidation en Europe notamment. On voit des marchés actions qui repartent de l'avant avec un CAC 40 et les autres indices qui gagnent entre 0,5 et 1% en cette fin de séance. Un rebond qui s'est un petit peu accéléré en fin de journée sur la partie action avec le soutien des marchés américains qui sont partis là aussi peut-être pour poursuivre leur marche en avant sur fond de détente des rendements obligataires. C'est bien ce qui a été le catalyseur de ce rebond des marchés actions depuis une dizaine de jours maintenant avec des taux longs américains de référence à 10 ans qui restent un cran en dessous de ce qu'on a connu au cours de l'été. On était à 5% au cours du mois d'octobre sur le 10 ans américain. On est désormais autour de 4,50, 4,60 pour le rendement du 10 ans américain qui se stabilise aujourd'hui sur la séance. Et puis on notera la volatilité qui est redescendue là aussi d'un cran. On était encore à 20 sur le VIX il y a une dizaine de jours. On est à moins de 15 à nouveau sur la volatilité des marchés actions américains. Rebond ou bull trap? C'est la question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Du côté de l'actualité des entreprises, la saison de publication de résultats se poursuit avec deux valeurs du CAC 40 qui étaient jugées aujourd'hui par les marchés sur leurs résultats, Legrand et Crédit Agricole. C'est bien passé pour Crédit Agricole qui signe une belle hausse sur la séance. Plus compliqué en revanche pour Legrand qui était lourdement sanctionné à l'ouverture ce matin et qui aura réussi quand même à remonter en partie la pente. Vous aurez les détails dans un instant avec Côme Dubois pour Tendance, mon ami. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur l'actualité du secteur des télécoms avec pas mal d'opérations en cours ou déjà dealées chez de grands opérateurs télécoms. On pense bien sûr à Telecom Italia qui est en passe de céder son réseau fixe au fonds KKR contre la volonté de son actionnaire de référence, le groupe Vivendi. Mais d'abord, avant d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour. Sur cette séance boursière, c'est avec Côme Dubois. La Bourse de Paris repart de l'avant ce mercredi après 3 séances de consolidation, alors que les rendements obligataires se stabilisent dans la zone entre 4,55 et 4,60 pour le 10 ans américain. Les investisseurs restent attentifs à une série de discours de banquiers centraux ces prochains jours, à commencer par des discours de Jérôme Powell. Sur le front des matières premières, le pétrole continue de baisser sur la séance et évolue désormais à des plus bas de 3 mois. Du côté des valeurs, Crédit Agricole progresse. Aujourd'hui, son titre gagne jusqu'à près de 2% au cours de la séance. Le groupe a publié des résultats meilleurs qu'attendus au 3e trimestre, portés par la performance solide de sa division de financement et d'investissement, ainsi que par sa banque de détail. De son côté, Legrand chutait de 6% ce matin avant de réduire ses pertes à 1,5% à l'approche de la fin de séance. Le groupe a fait état d'un ralentissement de la croissance organique de ses ventes au 3e trimestre et table désormais sur une croissance d'environ 5%, soit dans le bas de la fourchette annoncée en juillet. En Allemagne, l'action de Commerzbank progresse jusqu'à 2,8% au cours de la séance grâce au triplement de son bénéfice net en raison de la hausse des taux d'intérêt. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation chinoise pour le mois d'octobre et de ceux des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture d'émission, les infos clés du jour sur les marchés avec Côme Dubois dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thomas Friedberger est avec nous, directeur général adjoint de Tikeo Capital. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Eric Venet d'être avec nous également. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance et Olivier de Béranger nous accompagne également ce soir. Bonsoir Olivier. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général délégué en charge de la gestion d'actifs à la financière de l'Échiquier. C'est la grande question peut-être de cette fin d'année. Est-ce qu'on a vu le pic sur les taux directeurs des banques centrales et sur les taux longs quand on parle des marchés obligataires, Olivier, le point bas sur les taux américains était au cours du printemps 2020, à peu près, il y a un peu plus de 3 ans maintenant. On a vu 5% sur le 10 ans au cours du mois d'octobre. Et depuis, on ne marque pas de nouveaux sommets
de nouveaux pics sur les rendements obligataires américains à 10 et même à 30 ans, j'imagine. Est-ce que c'est la fin du bear market obligataire ? Alors la fin du bear market obligataire, c'est peut-être un peu tôt pour se prononcer, mais s'il faut se lancer dans une prévision, je dirais qu'on a vu le plus haut de l'année, en tout cas sur les États-Unis et sur la zone euro, 5 sur les États-Unis, 3 sur l'Allemagne, 3,60 sur l'OAT. Je pense qu'on ne verra pas aussi haut d'ici la fin de l'année et même d'ici le premier trimestre 2024. Pourquoi ? Essentiellement parce qu'on a la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, un facteur technique de fin d'année qu'il ne faut pas sous-estimer, sur lequel on a à peu près tout le marché algorithmique, tous les CTA qui sont short et à des niveaux de short de T-note et d'emprunt d'État européen qu'on n'a quasiment jamais vu. On a à la financière d'échiquier, on a un CTA dans notre gamme de produits. Il fait sa pire semaine la semaine dernière, essentiellement à cause des taux. Et ces fonds, depuis maintenant près d'un an et demi, sont short avec des durations qui sont entre -3 et -8. Là, on a un double effet. Il y a un retour de marché d'environ 50 points de base sur le 10 ans. Et vous le signalez sur le VIX tout à l'heure, mais c'est aussi vrai pour le marché obligataire. On a une baisse de la vol du marché obligataire qui est toujours assez élevé au regard des standards historiques. On a 120 sur mon indice fétiche, le Move, mais on a quand même perdu quasiment 30 points en 15 jours. Et ça va faire quoi ? Ça va obliger les fonds systématiques à se racheter sur les emprunts d'État dont ils sont short. Double raison, baisse de la vol et position short assez importante, et d'autant plus que c'est une position short qui a énormément gagné. Donc, bien sûr. Stratégiquement, vous n'avez aucun intérêt à prendre le risque que ça prenne 100 points d'ici. Oui. De reperdre toutes les plus-values qu'on a pu encaisser avec ces positions. Ça, c'est un facteur technique, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, d'une manière ou d'une autre, on a l'impression que, là encore, dans les trimestres qui viennent, on est au plus haut ou proche des plus hauts sur les taux courts, donc sur les taux des banques centrales, ce qui évidemment essaye toujours de préempter les taux longs, de savoir à quel moment il va y avoir ce fameux pivot. Alors, moi, je ne pense pas qu'on va pivoter en dollars dans la première partie de 2024, mais en euros, c'était quelque chose qui était exclu il y a encore 3 mois, qui là, franchement, ça ne devient pas impossible. La BCE pourrait pivoter avant la Fed. Exactement. On y reviendra alors. Mais dans mon idée, c'est pas impossible. Et puis troisièmement, on a vu toutes les prévisions économiques et sur l'inflation pour les mois et les trimestres qui viennent. C'est flatouille, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire qu'on soit à -0,1 ou plus 0,1 de croissance en zone euro, on ne sait pas trop, mais de toute façon, ça tourne autour de 0. Aux États-Unis, c'est pas tellement plus fringant. Donc, il n'y a pas vraiment intérêt à augmenter les taux des banques centrales. Et je rajouterai un dernier point. On vient quasiment de prendre entre 30 et 40 points de base sur les niveaux de taux de chômage aux États-Unis comme en zone euro. On sait qu'on est vers 50 points de base. Généralement, les banques centrales pivotent. Donc, si ça continue comme ça, ce sera la question du premier semestre de 2024. Donc, en fait, on était passé dans un moment où on pensait que les taux allaient rester hauts très, très longtemps. Et là, quand même, je pense que la question peut se poser sur est-ce que, et notamment en Europe, au premier semestre 2024, il n'y a pas possibilité d'être, et ce serait une première pour la BCE, d'être proactif dans son niveau de taux et de baisser avant les États-Unis. Quels sont les risques attachés à cette idée, Thomas ? Quelle est la vision que vous avez là sur des horizons de prévision où on est confortable, qui, j'imagine, sont peut-être pas trop longs aujourd'hui, et quels sont les risques attachés au scénario que décrit Olivier ? Olivier qui, lui-même, en décrivant sa prévision, dit je m'avance jusqu'au premier trimestre 2024 sur l'idée qu'on a passé le pic des taux. Oui. Ça veut bien dire qu'il y a des scénarios alternatifs derrière qui peuvent contredire cette idée que le pic des taux, dans ce cycle en tout cas, le pic des taux longs aurait été franchi. C'est sûr. Sur le court terme, je suis assez d'accord avec Olivier. Les facteurs techniques sont là. Il n'y a pas de... j'ai rien à ajouter là-dessus. Sur le long terme, là, pour le coup, c'est plus incertain. Sur les taux courts, effectivement, je pense qu'on peut admettre, avec un intervalle de confiance assez élevé, qu'on n'est pas loin du pic de taux d'intérêt des banques centrales. Sur les taux longs, c'est plus compliqué. Il y a des effets en Europe et aux États-Unis d'offres et de demandes. Le Trésor
américain va émettre au deuxième semestre 2023, donc ce semestre-là, 1,85 trilliard de dollars de US Treasuries. Le service de la dette aux États-Unis va atteindre 1 trilliard de dollars, donc c'est le PIB de la Suisse ou le PIB de l'Arabie Saoudite, tous les ans qui va être dépensé donc ça va être assez rapidement le premier poste du budget américain, l'intérêt de la dette. Je crois que dans 10 ans, c'est les projections de banques américaines, on sera à 3,7% du PIB juste en intérêt de la dette, donc devant le budget de défense qui est à 2,8 je crois, et les autres budgets non défense qui sont à 3 et quelques. Et donc il y a besoin d'émissions qui probablement ne va pas se ralentir, parce que quand vous regardez la structure du budget américain, vous avez le budget de défense qui fait 800 milliards mais qui ne va pas baisser. Et puis après, vous avez le financement de ce drame de santé, on va dire, aux États-Unis qui commence à coûter cher à l'État. Et puis vous avez le financement de la transition énergétique. Et puis en Europe, c'est pareil. Un pays comme l'Allemagne va devoir dépenser plus pour son armée, plus pour sa transition énergétique. Et donc, vous avez ces besoins d'émissions qui sont là à un moment où les banques centrales, pour l'instant, n'en achètent plus. La Chine essaie de dédollariser. Le Japon, si on a la fin du yield curve management, va probablement rapatrier de l'épargne dans son pays. Le Japon, c'est le premier détenteur de US Treasuries au monde. Les pays qui avaient des réserves de change en dollars élevées pour acheter des commodities en dollars ont besoin de moins. L'Inde peut acheter aujourd'hui son pétrole russe dans sa devise ou en renminbi. Le Brésil peut acheter des machines-outils en Chine au lieu de les acheter aux États-Unis. Et donc, en fait, structurellement, vous avez moins d'acheteurs long terme de treasuries, alors que les besoins d'émissions sont élevés. Et puis, en Europe, ça va être pareil. Ça nous dit que, à minima, la détente des rendements obligataires ne peut être que modérée, voire elle pourrait même, à un moment, s'inverser. Sauf à ce que les banques centrales se remettent à en acheter. Mais là, on reparle des quantitative easing. Donc, j'ai un peu l'impression que ça soit dans le marché dans le marché liquide ou dans les marchés privés, le scénario qui est le scénario un petit peu espéré, mais qui est pricé, c'est un scénario comme ça, où en fait, on espère que, parce qu'il va y avoir une récession peut-être pas trop grave, les banques centrales vont de nouveau injecter de la liquidité et on va repartir. Et du coup, il suffit de se donner le temps de passer la période difficile avec des artifices plus ou moins l'accommodation avouables d'ingénierie financière. Et voilà, alors après, on peut prendre une vue, est-ce que ça va se passer, est-ce que ça va pas se passer. Moi, c'est pas tellement le scénario inflation-récession qui sous-tend le scénario court terme sur les taux d'intérêt qui m'inquiète, parce que c'est assez compliqué de le circonscrire. Par contre, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la liquidité. Et même la liquidité, d'ailleurs, sur les adjudications de bons du Trésor, mais la liquidité partout, qui là, pour le coup, est en train de se retirer de manière assez violente. Et ça va créer de la volatilité sur toutes les classes d'actifs, dont le marché obligataire. Donc après, il suffit de déterminer ses points d'entrée, puis d'être discipliné et d'y aller quand on a décidé d'y aller. On voit que le Trésor, sur des adjudications un peu importantes, sensibles, est obligé de rémunérer un peu mieux que ce que rémunère le marché pour être sûr que l'adjudication se déroule. Évidemment, le Trésor émet sa dette et place sa dette. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais avec des points de base de rémunération supplémentaires pour ceux qui demandent, qui sont acheteurs de dette américaine aujourd'hui. Eric, vos commentaires sur cette question? Non, mais je vais faire la synthèse, en fait, parce que d'abord, j'aime bien faire la synthèse, mais c'est surtout que je trouve que les deux visions sont intéressantes et expliquent bien le marché. Il y a toujours... alors, je vais reprendre la vôtre parce qu'elle me paraît assez pertinente. La demande de capitaux va être très importante, de toute façon. Et les réticences à financer aussi. Petite parenthèse sur la défense, c'est la news du jour dans la projet de loi de finances 49.3. Le livret A va servir en partie à financer l'effort de financement de l'industrie de la défense française. Non mais, ce qui montre bien qu'on a besoin et pour lesquels il va falloir trouver une source de financement. Donc il y aura toujours le logement social, la dette française, donc, et puis aussi le secteur de la défense qui pourra bénéficier des montants gérés par la Caisse dans le cadre du livret A. Donc il faut trouver des capitaux, ce qui fait remonter une demande assez forte au niveau des taux élevés, une rétention des épargnants parce qu'on n'a pas trouvé encore un taux d'équilibre, et puis un problème de liquidité. Donc tout ça me fait monter un peu plus les taux d'intérêt. Et c'est un mix des deux parce que, souvenez-vous, il y a 2 mois, à 4,50, on se disait, sur le 10 ans américain, on se disait...
On a un soft landing à peu près correctement. Et puis après, on s'est fait un peu pendant quelques semaines dire oula, mais il y a une accélération de la croissance. Enfin, je suis arrivé, ah bon, oui. Et les taux sont remontés, on est revenu à 5. Et là, on est à 4,50 de nouveau. Et là, on commence à se dire oui, mais c'est parce que on va entrer en récession et des récessions graves. Et je peux vous même dire qu'il y aura une baisse des taux courts. 5% de croissance aux États-Unis. Avec une baisse des taux anticipée de cours dans 3 mois. Ok, d'accord. Donc en fait, ce qui fait dire qu'on n'est pas du tout à l'équilibre sur les taux longs à 10 ans. Et je pense pas que... Où il y a un truc que j'ai pas compris. S'il y a vraiment une pré-récession, c'est pas 4,50, mais c'est 3. Voilà, c'est 3,80. J'ai fait un sondage dans notre équipe, c'est 3,80. Voilà. D'accord. Enfin, comme ça, hein, voilà. Et c'est le niveau jusqu'où les taux longs pourraient rebaisser dans le cadre d'une récession américaine. À peu près. Mais c'est pas scientifique, hein, c'est non, doigt mouillé. Hein, non. mais bon, c'est pas. Pourquoi pas d'ailleurs. Et donc, je trouve que 4,50, pour moi... C'est un entre-deux, quoi. C'est entre-deux, mais c'est pas forcément... l'équilibre, pour moi, il est à 4,70 entre les deux, toutes choses étant égales par ailleurs, parce que c'est trop tôt pour anticiper une forte baisse de la croissance, parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même la petite inflation qui est pas encore... Enfin, on est à 3, hein, l'objectif c'est 2, hein, donc... on peut nous sortir encore. Donc, c'est ce que tentent d'expliquer tous les banquiers centraux qui défendent une position orthodoxe aujourd'hui en disant on n'y est pas encore, le dernier kilomètre ça va être dur, ne vous méprenez pas, etc. Pour l'instant, le marché fait un peu la sourde oreille. D'accord, mais la Fed nous a aussi dit que, je vous rappelle, quand je n'ai pas remonté mes taux là, parce que les taux étaient à 10 ans, à 10 ans étaient à 5, que je pensais que ça correspondait à une hausse des taux. Si on est à 4,50, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? On est d'accord. Donc, c'est sûr. Non mais c'est intéressant, ça montre la complexité quand même du discours des banquiers centraux qui n'ont plus l'outil des taux directeurs, ou marginalement encore aujourd'hui, mais qui doivent maintenir cette tension. À partir du moment où ils disent que les taux directeurs ne monteront plus, on voit bien tout de suite que le marché prend de l'avance et joue l'idée d'un pivot, quoi. Mais je pense que l'équilibre, effectivement, pour la réponse, c'est 5 pour l'instant. Enfin, voilà, on ne reverra pas, sauf... tout chose est égal par ailleurs, ce qui est facile chez les économistes. Donc à 5. Donc à 5, j'achète des taux, alors que pour l'instant, j'achetais pas du tout. Maintenant, j'achèterai. À 4,50, non, parce que je pense pas qu'on va redescendre pour l'instant à 3,80. C'est trop tôt. Voilà, je sais pas si j'ai répondu. Si, c'est très clair. Très clair, ça montre que oui, effectivement, l'espérance de baisse des rendements ne peut être que limitée à ce stade. Olivier, sur l'idée que la BCE pourrait agir plus vite que la Réserve fédérale américaine, intéressant, hein, parce que, bon, on va pas refaire toute la séquence, mais c'est vrai que la BCE est partie plus tard, mais en partant plus tard, on se disait quand même qu'elle irait beaucoup moins haut, beaucoup moins fort que ce qu'elle n'a fait, etc., etc. Là, on se demande si elle n'est pas allée trop loin aujourd'hui déjà. Et donc, dans cette optique-là... une BCE qui pourrait avoir des arguments pour peut-être accommoder un peu plus vite que la Réserve fédérale américaine. Si on regarde les prévisions du FMI qui sont sorties il y a quelques jours, si vous regardez la croissance et l'inflation anticipées en zone euro, à 4,5, parce que je vous rappelle que les taux en zone euro sont à 4,5 et pas à 4, parce qu'on a trop pris l'habitude de prendre le taux de dépôt, mais le taux de dépôt, c'est quand c'est la crise qu'on le regarde, hein, ce qui est intéressant. Ça reste le taux effectif pour la politique monétaire. Mais... Non, le taux effectif, c'est 4,5. C'est le MRO qui est le taux important, c'est-à-dire le taux auquel se refinance le système commercial de la zone euro. C'est intéressant parce que ce cadre qu'on avait l'habitude de regarder, c'était l'excédent de liquidité que déposaient les banques commerciales à la BCE en pensant qu'il y avait un risque dans le marché interbancaire. Donc, pourquoi c'est 4,5 ? Parce que c'est 4,5 qui se compare aux 5 écarts américains. Et c'est quand même très élevé par rapport aux perspectives d'inflation et aux perspectives de croissance. Donc, aux États-Unis, on discute de savoir si la croissance potentielle a augmenté pendant cette période pandémique. C'est pas la discussion en Europe. C'est pas la discussion en Europe. Et là, je rejoins ce que dit Thomas, c'est que c'est sûr que le risque principal pour les États-Unis, c'est une espèce d'européanisation, voire d'italianisation, avec un taux de dette sur PIB. Vous pouvez regarder les projections du FMI, on arrive à 135, voire 140 en 2028. Comme l'Italie, et peut-être que la Grèce sera un petit peu mieux en 2028. Donc on arrive à des niveaux de dette sur PIB qui sont quand même surprenants et qui, forcément, s'il n'y a pas de changement sur les politiques budgétaires aux États-Unis dans les 5 ans qui viennent, provoqueront le vrai stress dont Thomas parlait. Mais quand je reviens sur la zone euro, si on fait 0,5, 1% de croissance en
En 2024, ce sera bien le bout du monde. Ouais. Et on attend entre 2 et 3% d'inflation. Donc, un taux à 4,5%, c'est un taux extrêmement restrictif. Et c'est un taux qui abîme l'activité. Donc, est-ce que ce sera au deuxième semestre ou au premier semestre? Moi, je pense qu'il y a une probabilité non nulle que ça peut être en fin du premier semestre. La BCE telle qu'elle est configurée aujourd'hui aura cette rapidité de réaction. C'est forcément un paramètre à prendre en compte. Hein. Je lance une hypothèse un peu Ouais. pour discussion, mais je pense que c'est pas complètement impossible. Ouais. Donc, faut avoir ça en tête. Et puis, il y a quelque chose qui est un peu différent aux États-Unis sur la hausse des taux récente, c'est qu'elle n'a pas eu du tout l'impact habituel. Là, il faut rentrer dans les chiffres du BEA pour regarder ça. Et historiquement, sur les 30 dernières années, à chaque fois que vous avez eu une hausse des taux des Fed Funds, vous avez une augmentation macro du taux de service de la dette du secteur privé. En 2020, le secteur privé américain, donc vous prenez tous les intérêts payés sur les emprunts, moins tous les intérêts gagnés sur la trésorerie, payait, quand les taux étaient autour de zéro, 380 milliards d'intérêts nets par an. Donc, je n'ai pas le montant brut, moins ce qu'on gagne, mais c'est ça ce qui se passait. Aujourd'hui, vous dites, on est passé de 0 à 5, ça a dû exploser. Non seulement ça n'a pas explosé, mais ça a divisé par 2. On est à moins de 200 milliards de dettes payées, d'intérêts payés tous les ans, net de ce qu'on touche sur le cash. On l'a bien vu avec Berkshire Hathaway, quand vous avez 140 milliards de liquidités, vous savez simplement que vous allez faire au moins 8 milliards de résultats l'année prochaine. Vous savez qu'Apple sort à peu près 1,5 milliard par trimestre de résultats rien que sur sa trésorerie. Donc, c'est la première fois, en fait, sur les 30 dernières années, que ça se passe comme ça. Donc, ça tire le marché de manière très différente. Et là, je rejoins Thomas sur la liquidité, entre ceux qui ont la liquidité ou accès à la liquidité et ceux qui ne l'ont pas. Et je pense que ça explique la surperformance des Magnificent Seven qui ont de la liquidité et accès à la liquidité par rapport aux small et mid cap qui, eux, n'en ont pas. Mais les chiffres macro sont assez impressionnants. Ouais. Et même si vous regardez en dollars constants, ça veut dire qu'aujourd'hui, Corporate America paye moins d'intérêts de dette à 5,25 de taux de la Fed qu'en 2000. C'est quand même étrange. Et le marché du crédit a bien ça en tête? Est-ce que le marché du crédit discrimine aujourd'hui différentes situations entre ceux qui ont accès à la liquidité, qui ont du cash, de la trésorerie à placer avec de belles rémunérations et ceux qui n'en ont pas? Oui, il y a une dispersion des taux de rendement pour des groupes de notation. Si vous prenez S&P, vous prenez les single B, les double B, et ainsi de suite. À notation, il y a une hiérarchie quand même qui est respectée de ce point de vue-là. Qui est vraiment importante. Ouais. Donc qui montre quand même que les gens sont très attentifs à l'accès à la liquidité. Et évidemment, c'est une nécessité. Mais tout ça pour dire que l'impact de la hausse des taux, pour l'instant, sur Corporate America, il est globalement positif, ce qui est quand même assez étrange. Oui. Le monde à l'envers. Hein. Thomas? Oui, effectivement. Alors ça s'explique aussi probablement par la structure de la dette des corporates américains par rapport à la dette des corporates européens, avec des effets de bord, parce que en Europe, vous avez à peu près 2 tiers de financement bancaire, 1 tiers de financement par le marché, donc plutôt une dette à taux variable pour les entreprises. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse, c'est plutôt 2 tiers marché, 1 tiers bancaire, et donc plutôt une dette à taux fixe. Et donc aujourd'hui, pour l'instant, le service de la dette aux États-Unis pour les corporates est plutôt acceptable. Puis il faut regarder le coupon versé, hein, c'est pas le rendement de l'obligation. Non, mais parce qu'on peut confondre les deux, se dire le rendement de l'obligation, oulala, t'as 5 ou 6%. Non, il paye pas 5 ou 6%. C'est pas le coût de financement qu'il paye pour cette dette-là. Hein. C'est ça. Il y a une sacrée différence en ce moment entre les deux. Hein. Et oui, c'est ça. Voilà. Mais donc, en attendant les besoins de refinancement, et le mur arrivera probablement, effectivement, 2025-2026, enfin, ça commencera un peu en 2024, probablement, mais les entreprises qui sont à taux fixe souffrent moins que celles qui sont à taux variable dans un premier temps. Après, effectivement, ce qu'on peut noter en regardant les rendements par type de qualité de crédit, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est à peu près constant des deux côtés de l'Atlantique, vous avez le triple C
Donc la moins bonne, on va dire vraiment la Au bord du partie, défaut, junk, pour le dire. qui est de nouveau sur les niveaux de la crise de la Covid, alors que l'indice high yield moyen est plutôt 400 points de base plus serré. Et donc ça veut dire quoi? Encore une fois, on en revient au problème de liquidité, c'est que les crédits de moins bonne qualité pricent quand même une augmentation très nette des défauts, qui n'a pas encore été actée, mais enfin ça arrive là. Donc de nouveau, choc de liquidité à prendre en compte dans l'investissement. Qu'est-ce qu'on peut dire de la partie action, peut-être, Eric? Alors, qui a très bien réagi. Là aussi, le facteur duration a été à nouveau, enfin, a retrouvé de la performance. On l'a vu avec la baisse des rendements obligataires. Et mécaniquement, on a vu tout de suite le marché action réagir de manière assez spectaculaire. Oui. Hein. Nasdaq, c'est une série à plus 8 en quelques séances. Quoi. En fait, oui, taux long et marché action, une corrélation absolue. Ouais. Même assez étonnant d'ailleurs, parce que on a l'impression que c'est mécanique, alors que on est en séance de résultats, peu importe les résultats. En fait, il y a deux temps. Il y a deux temps dans le marché. Il y a, on salue les résultats 10 minutes. Et puis après, on joue aux ETF et on dit, bon, voilà, le marché va monter parce que New York va monter, ou que les taux baissent aux États-Unis et donc le marché monte, ce qui est assez mécanique d'ailleurs. Donc ce qui fait que ça mène nulle part, parce que, comme je viens de dire, que les taux longs, je ne sais pas où ils seront. Autant par rapport à la première question de tout à l'heure, je pense que les taux courts européens baisseront avant, parce que je pense qu'on est là. D'accord avec Olivier Béranger là-dessus. Pour le coup. Intéressant. Mais donc je reviens, qu'est-ce qu'on... Je suis pas à l'aise. Non, est-ce qu'il y a du carburant un peu fondamental pour les actions devant nous, ou est-ce que c'est uniquement, comme vous dites, cet effet de mécanique des fluides entre les taux et les actions? Je reviens à les histoires que se raconte le marché. Pour moi, dans le même scénario qu'il y a 3 mois, avant la petite surchauffe, croissance et problème de taux géopolitique aux États-Unis. Bon, une petite surchauffe de 4,5 à 5. On revient à 4,5. Soft landing, dans les mêmes taux. Je ne pense pas que l'indice puisse aller très très loin. Je parle à 2-3... Tant qu'on n'aura pas des statistiques économiques beaucoup plus claires, en fait, le problème il est là. Tant au niveau inflation, tant au niveau quantité, croissance. Là, faudrait vraiment que... Alors l'inflation, pour l'instant, c'est pas un sujet, qu'on ait vraiment... la prochaine statistique aux États-Unis soit mauvaise en termes de croissance. Là, on a vu sur le rapport sur l'emploi, on est encore, le marché donne l'idée que pour lui c'est Goldilocks encore, ce qui se passe sur l'économie américaine. Donc tant qu'on soit à ce niveau-là, dans les cours, je veux dire, pourquoi on serait plus 1 aujourd'hui plutôt que moins 0,50, j'en ai aucune idée. Et ça nous préserve quand même de l'idée d'un gros accident sur les marchés actions aujourd'hui, ou pas forcément? Ça peut arriver. Non, parce que si on revient pour des raisons qu'on vient d'évoquer à 4,80 sur les taux longs, on repart dans l'autre sens. En fait. La seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, comme on est un peu avant la fin de l'année, c'est gratter de la performance et commencer à structurer des portefeuilles pour le début d'année, avec un peu de small cap pour les retardataires, et puis profiter d'acheter des belles lorsqu'elles sont un petit peu malmenées. En souffrance, malmenées. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas très intelligent ce que je raconte, mais on peut pas faire grand-chose. L'essentiel, c'est que ça marche. Non, oui, voilà, exactement. Je crois que dans vos métiers, c'est surtout ça qui compte. Et en fait, et ça marche en fait. Depuis un mois, ça marche en fait. On reviendra sur les small caps, ça m'intéresse. Mais je voulais qu'on fasse petite parenthèse AT1. Non mais. C'est un peu niche, mais si on n'en parle pas ici, on n'en parlera nulle part. Donc c'est les obligations hybrides, bancaires, notamment Additional Tier 1, qui sont considérées en partie comme du capital pour les banques. Et il y avait eu cet événement majeur au sein du monde suisse en mars dernier, quand il fallait sauver Crédit Suisse et que UBS devait intégrer Crédit Suisse, il a fallu couper la valeur de 17 milliards de ces obligations hybrides bancaires, ce qui avait été un choc de marché évidemment historique de ce point de vue-là, puisque ce marché des hybrides bancaires, des subordonnés bancaires, était quand même très utilisé, notamment depuis la grande crise financière, pour des questions de financement, de structure de capital dans les banques européennes, notamment Thomas. Là, UBS, le nouvel UBS avec Crédit Suisse à l'intérieur, a émis ses premières AT1 depuis mars dernier. La demande est phénoménale. Ils vont lever 3 milliards. Ils ont reçu
pour 26 milliards et plus de demandes pour ces nouvelles obligations hybrides. Qu'est-ce que tout ça nous dit? Quels sont les messages et les enseignements qu'on peut retirer de ce deal-là qui se fait aujourd'hui? Effectivement, événement majeur. Ah, très bien. Dans le petit monde des... Dans une niche, c'est un événement majeur. Qui est une niche importante, oui. parce que, trêve de plaisanterie, c'est quand même une classe d'actifs qui permet aux banques d'abaisser leur coût du capital de manière significative. Et donc, quand il y a eu cet événement en Suisse, on a eu très peur que le marché se ferme pour toujours et que les banques européennes aient un coût du capital beaucoup plus élevé à cause de ça, ce qui aurait été quand même de manière systémique relativement ennuyeux, surtout dans un contexte, encore une fois, où la liquidité se retire. Donc ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que dès le lendemain, la Banque Centrale Européenne et la Banque d'Angleterre ont précisé que ce qui se passe en Suisse reste en Suisse. Et que donc, c'est un événement de la sorte, c'est-à-dire mettre à zéro ces fameux papiers qui restent des papiers plus seniors que l'equity, alors que l'equity, elle, n'est pas à zéro. C'est quelque chose qui ne pourrait pas arriver ni en zone euro, ni au Royaume-Uni. Donc ça, déjà, ça a un peu sauvé le marché. Et puis le marché est reparti avec des primes de risque sensiblement plus élevées à cause de cet événement. Et aujourd'hui, effectivement, pour la première fois, une banque suisse, donc Crédit Suisse, UBS revient pour émettre ça. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une demande énorme. Ouais. Bon, la prime payée est quand même relativement importante. On parle de coupons autour de 9%, là où d'autres banques émettent avec des coupons beaucoup plus serrés dans le marché. Donc il y a quand même cette prime-là. Et puis, dans la documentation, quand même, des précisions importantes sur le fait que, vous savez, ces obligations peuvent être soit converties en actions en cas de problème de crédit, soit mises à zéro. Et là, en l'occurrence, alors c'est soumis au vote en Assemblée Générale en 2024 du BS, mais on est sur une conversion en actions, donc pas de scénario où 10 ça vaut 0. Où on mettrait la valeur à zéro, d'accord. Exactement. Et donc ça, c'est important puisque ça rassure le marché. Donc, en cas d'événement de crédit, ceux qui portent ces subordonnés bancaires se retrouveraient actionnaires de l'ensemble de du l'ensemble. BS. Effectivement. Et donc c'est un marché de 200 milliards d'euros, extrêmement important pour le secteur bancaire européen, extrêmement surveillé par le régulateur qui est la Banque Centrale Européenne là-dessus. Et donc c'est un événement qui, on va dire, incite à l'optimisme sur la capacité des banques à continuer à opérer avec des... Ce deal confirme que c'est un marché qui existe toujours, qui est vivant à nouveau et qui va permettre aux banques là aussi de piloter leur structure de coût de capital de manière plus optimale. Exactement. Ouais. Bon. C'est un petit marché, 200 milliards, mais il y a du rendement. Et puis, oui, ces subordonnées financières, même jusqu'aux épargnants particuliers, on en a retrouvé dans des stratégies, dans des fonds un peu partout. Hein. Non, mais je pense que pour confirmer ce que vient de dire Thomas, ça veut dire que quand le bon prix est proposé au marché, on trouve toujours de la liquidité. Il n'y a pas les 25 milliards prix, plus. C'est simple, mais il faut y revenir de temps en temps. Et là, ils ont mis le prix. Visiblement, UBS, c'est ça par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire en cette fin d'année. C'est qu'on est en train de redécouvrir le prix de pas mal d'actifs qui étaient ou surcotés par des taux trop bas ou délaissés pour des raisons de mode. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. J'ajusterai juste un petit détail, c'est qu'il y a encore une classe d'actifs obligataires qui est encore mieux que les subordonnées financières, c'est les subordonnées corporate, les hybrid bonds. C'est encore mieux parce qu'il n'y a pas le risque systémique. Mais pour des corporates non financiers. Pour des corporates non financiers. Mais bon, je ferme la parenthèse. Ça, c'est quand même, je pense, une bonne nouvelle pour nous tous qu'il y ait les vrais prix sur les actifs et le risque embarqué dans les actifs. Probablement qu'en payant neuf, ils auraient pu payer 8,5 et ça passait aussi, voire mettre 8 écarts. Mais bon, il fallait envoyer un signal. Il y a un moment, il fallait envoyer un signal. Et le signal également, c'est que quand même, on a eu la faillite de Crédit Suisse et de SVB au mois de mars, et on est en septembre, et le secteur bancaire, il est en pleine forme. Hein. Et c'est quand même, ça montre quand même que depuis 2007-2008, il y a eu des efforts de réglementation, parfois un peu trop intenses, mais il y a eu des efforts de réglementation et de capital qui sont tellement forts que la deuxième banque suisse fait faillite, et 6 mois après, on peut remettre le même type de papier
qu'on n'a pas payé aux gens. Enfin, c'est assez... Bon, ça manque quand même la résilience du secteur. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est à l'issue des résultats du troisième trimestre, mais je me souviens qu'à l'issue des résultats du deuxième trimestre pour le secteur bancaire, les analystes m'expliquaient que les prévisions de bénéfices avaient été relevées de 20% quasiment pour le reste de l'année. Donc, il n'y a pas beaucoup de secteurs aujourd'hui où on continue de réviser à la hausse dans cette ampleur-là. On a vu le Crédit Agricole ce matin qui a présenté des résultats tout à fait corrects. Et donc, je ne sais pas, la crise immobilière, les banques, elles sont en première ligne quand même sur ces sujets. C'est absorbable, elles ont les provisions. Philippe Brassac qui dit, je ne sais plus combien on a de provisions aujourd'hui, mais on est baqué. Ce qu'il faut regarder, en fait, c'est qu'après 2020, dans la réouverture forcenée de l'économie en 2021-2022, les banques n'ont pas reprêté, en fait. Et c'est que les restrictions sur le crédit, enfin, c'est difficile d'avoir du crédit sans un bilan solide depuis 2020. Ça fait déjà 3 ans que ça dure. Ouais. Et il n'y a pas eu un open bar sur le crédit bancaire qui s'est créé quand la croissance était très forte en 2021-2022. Ça, c'est la première chose. Et puis, vous savez que sur les banques françaises, il y a quand même une spécificité, c'est qu'en France, et comme dans beaucoup de pays du monde sur l'immobilier, on ne prête pas sur la valeur du bien, mais sur la capacité de l'emprunteur à rembourser, qui est quand même plus sain que dans beaucoup de marchés anglo-saxons. Eric, les small caps, je veux bien qu'on en dise un mot là. Olivier se félicitait qu'on revoie des vrais prix sur certains marchés. Voilà. La question est sur les small caps, est-ce qu'on voit est-ce que c'est des vrais prix ou est-ce qu'il y a plus de après prix tout ce qu'on vient de vivre, enfin, je veux dire, on était des taux emprunts à zéro, et puis après l'économie sous tutelle, puis après je lâche tout. Enfin, c'est normal qu'on essaie de retrouver des prix. Voilà, donc 9%. Moi, ça me va, moi. Voilà. Donc, c'est ça l'idée, c'est de retrouver des prix d'équilibre qui nous permettent après de nous projeter. Et en fait, c'est ça. Alors, les small caps, on est exactement ça. Il n'y a plus de prix. Donc, en fait, il n'y avait plus d'acheteurs. Mais je pense que c'est la même démarche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se poser la question de la valeur et du prix. Et à ce moment, et le pire est passé parce que c'est du stress qu'on avait. Alors, il n'y a pas de liquidité, d'accord. Il y a aussi l'effet entonnoir. C'est-à-dire que si les flux arrivent, effectivement, ça fait monter les cours. Mais même si les flux n'arrivent pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit quelques transactions en disant ah ouais, quand même, à ce prix-là, voilà, on a eu des résultats qui étaient sur certaines boîtes. Très bons résultats. En fonction même d'un scénario de croissance vraiment fort, pour moi, stagflation en Europe, le truc qui permettra à la BCE de baisser ses taux, où je ne le sens pas trop bien ce coup-là. On peut quand même acheter des small parce qu'ils ont un modèle résilient, ainsi de suite. Et, même s'il n'y a pas de signal, même s'il n'y a pas de flux entrant aujourd'hui sur ces marchés-là, vous dites c'est peut-être le moment quand même on a une fenêtre de tir. S'y intéresser. On a une fenêtre de tir avant que le marché s'interroge en début d'année sur les résultats par rapport au scénario anticipé en début d'année. Là, on a, je pense... Mais vous êtes confiant dans l'idée qu'on va retrouver quand même de la liquidité sur ces marchés de small ou de... Non, j'en sais rien. Parce que ça fait des années que la liquidité baisse, qu'elle continue de baisser alors que ça fait des années qu'elle baisse. Non. Et ça sera le dernier marché à trouver de la liquidité. C'est-à-dire qu'en fait, quand ces messieurs obligataires seront bien d'accord avec leur dossier, qu'on aura des beaux taux et que tout le monde... et qu'après, moi, dans les marchés de mes grosses caps, je serai tranquille, arrivera la liquidité. Est-ce que les beaux dossiers ne seront pas sortis de la cante entre-temps avec de la liquidité apportée par le monde du private equity quand on y sera, donc là, ça sera la course poursuite pour aller chercher les beaux dossiers. Oui. Donc, mettre un pied pour la fenêtre et un demi-pied pour prendre date, quoi. Pour prendre date. Oui, je pense. Oui, parce que en regardant comment a évolué l'entreprise par rapport à ce marché de 6 mois où on a tout vu. Sur les small. Qu'est-ce que disent les spécialistes de l'échiquier là-dessus Il y a un peu moins de sorties, on va dire. Ça se ralentit. Malheureusement, on n'a pas encore... Moi, je suis même fasciné qu'il y en ait encore. Ça fait 5 ans que ça sort. Le principe, c'est le rétroviseur. C'est de regarder la performance passée. Donc, malheureusement, on a des investisseurs qui continuent à alléger, mais à un rythme, à mon avis, qui est plutôt inférieur à ce que c'était au premier semestre 2023 et au dernier semestre 2022. Donc ça, c'est un premier point. Si je regarde un point technique, c'est que généralement, dans les derniers mois de l'année, les 2 derniers mois de l'année, c'est ce qui a le plus baissé ou qui a le moins monté, qui est plutôt racheté pour avoir des portefeuilles un peu équilibrés en fin d'année. Donc ça coche ce que dit Eric. C'est quand même des niveaux d'entrée de valorisation où
je pense qu'on ne sait pas quand on gagnera de l'argent, mais on est sûr de gagner de l'argent. C'est ça, sur les niveaux de valorisation. À quel Je peux pas horizon vous de dire temps à quel horizon Ouais, c'est, mais on est sûr de gagner de l'argent sur ces niveaux de valorisation. Ce qu'il nous faudrait, c'est un peu de M&A, un peu de sortie de code pour animer un peu tout ça. Et on aurait un début d'année 2024 qui serait un peu meilleur. Après, le timing, là, c'est sur les small caps, c'est parti. Il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal. Non. Mais on va dire qu'il y a un peu moins de signaux négatifs que ce qu'on pouvait avoir Une sur la appréciation première négative. partie. Exactement. La dérivée seconde est dans le bon sens. Et le seul signal, c'est l'analyse graphique sur l'indice qui a rebondi et qui... Alors c'est ça. Depuis la semaine dernière, dans la phase Depuis de rebond 15 des jours, marchés 3 semaines, actions, on a vu des indices small cap et aux US et en Europe faire mieux peut-être que des indices. Oui, puis avoir une large cap. configuration assez positive. Ce qui a fait dire à certains que c'était pas un rallye de grande qualité, pour tout dire. Oui. Non mais... Ouais, du moment que je gagne, je sais pas si... On suivra le dossier. Il y a quand même des price actions là, sur les publications depuis quelques jours qui sont intéressants. C'est vrai sur les small. Sur des valeurs moyennes, sur les valeurs, comme sur les grandes valeurs. C'est, Téléperformance, c'est un bon exemple. Le Grand aujourd'hui, moins 6. Ça remonte. Il y a quand même... On voit peut-être sur des surréactions par appui de short et manque de liquidité, on arrive un peu au bout, ce qui normalement en bout de piste est bon pour les small. Ça dépend. Mais en bout de piste, encore toujours, Sanofi c'était moins 20 et ça terminait au plus bas sur une journée de mais je pense qu'il y a 10 jours, le Grand ferait moins 10 sur cette publication du jour. L'ambiance en 10 jours. L'ambiance est un peu différente. Bon, où est-ce qu'on est à l'aise pour investir à ce stade? Tour de table en commençant par vous, Thomas. Action de qualité. Ça, c'est toujours notre grand truc, surtout qu'elles sont plutôt pas trop chères sur nos secteurs de consommation, qui est un secteur qui est bon pour passer l'inflation au consommateur final, qui est plutôt bon pour déployer du capital, c'est des sociétés qui sont obligées de faire des dépenses d'investissement partout dans le monde assez régulièrement, donc c'est plutôt des bons allocataires d'actifs, donc avec des retours sur capitaux investis plutôt élevés, et qui traitent à des décotes de multiples par rapport au marché moyen qui sont sur des niveaux records. Donc on aime bien ces valeurs-là. Et puis sur l'obligataire, on est toujours plutôt duration courte et subordonnée financière, avec aujourd'hui des questions de quand est-ce qu'on revient sur la duration. Et qu'est-ce qui vous bloque encore aujourd'hui? Ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire trouver le bon point d'équilibre. Mais je ne suis pas sûr qu'avec des taux courts à 5% aux US et des taux longs à 4,50, ça soit encore le moment. Mais bon. On était dans un mouvement de repentification quand même qui nous amenait à avoir la perspective d'une courbe 2 ans, 10 ans positive. Exactement. Et je crois même pas qu'on l'ait vu. On l'a pas vu. On l'a peut-être effleuré, mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait vu. Eric, moi, je suis toujours pas dans les obligations. Donc toujours pas, c'est normal. Voilà. Quand je dois en mettre, je mets du monétaire. Et puis, j'ai repris mon stock picking contrariant que j'avais arrêté depuis 2 mois, puisque ça fait 2 fois que je dis je touche plus parce que. Et donc là, je reviens avec une grille de lecture, c'est simple. Le marché, il en veut pas. Hop, j'achète à l'ouverture et puis l'exemple 3 heures après. Aujourd'hui, c'est ça. Ce que j'ai encore fait ce matin. Oui. Ou Téléperformance. Alors. Voilà, ça donne pas grand-chose, mais ça fait le job, comme dit. Voilà. Après, plus des belles, effectivement, des grosses belles pour structurer le portefeuille, mais c'est tout ce que je peux dire avec un peu de small, quand on y connaît bien le dossier, et avec 20% de cash, et puis c'est bon. Olivier, là, dans un équilibre action, taux, crédit, sur les obligations, fidèle avec mon scénario, on est courageux, on allonge un peu la duration. Sur le crédit corpo, sur le thème que 5 ans, single B, on est quasiment à 7 de rendement. Donc, même si on se trompe et qu'il y a 50 BP de plus, en 6 mois, c'est effacé par le portage. Donc, voilà, c'est déjà... Là, c'est payé. Là, c'est payé. On est payé du risque qu'on prend. Donc que ce soit d'ailleurs un écartement des taux ou de la prime de risque, dans les deux ça fonctionne. Et puis oui, sur les actions qualité, bilan solide, là faut pas essayer. Faut pas chercher à être plus malin que les autres. Les couteaux qui tombent, on est quand même dans une phase où même si mon scénario est qu'éventuellement les taux pourraient baisser en 2024, il faut quand même faire très attention au bilan trop chargé en dette. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché avec nous ce soir. Éric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance, Olivier de Béranger, directeur général délégué de la financière de l'Échiquier, et Thomas Friedberger, directeur général adjoint de Tikeo Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'actualité des secteurs télécom
en Europe avec Thomas Coudry, Managing Director et analyste chez Bryan Garnier, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, pas mal d'opérations de M&A, de deals qui se font aujourd'hui autour du secteur télécom en Europe, avec souvent des fonds de private equity à la manœuvre. L'exemple le plus récent et assez lourd, on va dire, c'est celui de Telecom Italia qui a accepté finalement l'offre de KKR pour reprendre son réseau fixe. Alors je ne sais plus, on parle de quoi, 20 milliards et plus, c'est ça peut-être ? Ouais, entre 19 et 22. Entre 19 et 22, bon, je dis 20, je ne suis pas très loin. Ouais. Tout ça contre l'avis de son actionnaire de référence à plus de 23%, qui est Vivendi aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un dossier dont on va parler encore dans les prochaines semaines et les prochains mois, Thomas. Ouais, ça fait longtemps qu'on en parle déjà. Et puis en effet, je pense qu'on va pouvoir se revoir et en discuter encore 2-3 fois. Non, mais il y a eu une grande avancée avec l'accord du board sur l'offre en effet formulée par KKR pour la reprise du réseau. Offre soutenue par le gouvernement italien. Non, ça compte dans le... Offre complètement backée par le gouvernement italien, donc ce qui est en effet très, très, très important en effet. Alors derrière cette décision, on pourra revenir sur le deal lui-même, mais en effet derrière cette décision, il y avait l'autre décision qui était attendue, c'est quel serait le process de validation de l'offre. Est-ce que les actionnaires seraient consultés ou pas dans une réunion des actionnaires ordinaire, extraordinaire, etc. La décision qui a été prise a été de ne pas les consulter. Voilà ce que le board a fait. Et donc évidemment, ça suit lire de Vivendi, qui n'était pas en phase avec ce deal-là, ou en tout cas avec la valorisation qu'on a évoquée. Donc voilà, on rentre dans une nouvelle période où évidemment Vivendi s'apprête à attaquer la décision en justice pour faire valoir ses droits. Ouais. Donc voilà, on rentre dans une nouvelle période d'incertitude sur et de litigation entre Vivendi et Telecom Italia. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le deal en tant que tel, sur les multiples et sur la valorisation effectivement de ces réseaux fixes de Telecom Italia ? Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est que voilà, on est sur des niveaux de valorisation qui sont en tout cas élevés à 2 chiffres de multiples d'EBITDA par rapport, en effet, aux valorisations des opérateurs télécoms ou la partie service, en tout cas des opérateurs télécoms, qui est en général en dessous de 10 fois l'EBITDA, voire entre plus proche de 5 d'ailleurs que de 10 en général. Donc là, quand on parle d'infrastructure, on est sur des multiples quand même plus élevés. Malgré tout, il y a un débat sur la valorisation, et quand on creuse un petit peu le sujet, en fait, il y a 2 parties dans le réseau de Telecom Italia. Il y en a une dans laquelle KKR était déjà actionnaire, qui est la partie fibre, on va dire, qui est mieux valorisée, et le reste de la partie dans laquelle KKR n'était pas encore actionnaire est moins bien valorisé. Donc ça explique aussi le peu d'enthousiasme à l'annonce du deal et de la valo. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point est que, quand vous me posiez la question, en effet, de la valo, je disais entre 18 et 22, en fait, il y a un gros earn-out, même entre 19 et 22, il y a un gros earn-out qui est lié à d'autres opérations qui pourraient être faites derrière de consolidation avec des concurrents. Donc aussi dans le deal, entre le deal à 22 avec earn-out et le deal à 18,8 sans earn-out, on n'est pas tout à fait aussi sur la même attractivité. Donc ça c'est très important. Puis si je peux poursuivre, et le dernier point qui est très important, c'est quand on regarde la globalité, OK, et qu'on se place du point de vue de l'actionnaire de Telecom Italia, OK, il y a le sujet de la valorisation du réseau qui va être vendu à KKR et à Abu Dhabi, soit dit en passant, qui prend une participation. Et donc cette valorisation, soit qui va permettre au groupe de leverager, mais derrière la question de quelle est la valeur résiduelle de Telecom Italia Servisco, on va appeler ça. Et ça, évidemment, c'est une question clé, parce que la Servisco n'est pas quand même en très très bonne position, même si ça a tendance à s'améliorer, mais enfin elle a souffert quand même beaucoup sur son marché. Et puis dans cette équation, le dernier point, j'en aurais fini là-dessus, c'est que la valorisation du Servisco va dépendre aussi du contrat qu'elle aura avec la NetCo. Et les conditions de ce contrat, on ne le sait pas. Et en fonction de ces conditions, on peut mettre un peu plus de valeur sur la NetCo ou sur la Servisco. Quel est l'intérêt d'Abu Dhabi, effectivement, de prendre part à ce deal, Thomas ? On voit en effet les pays du Golfe s'intéresser pas mal aux actifs télécoms dernièrement. Ouais. Évidemment, il y a l'Arabie Saoudite qui est rentrée au capital de Telefonica dernièrement.
Bon, il y a voilà, gestion d'actifs de leur côté. Il y a une forme d'attractivité certaine en termes de visibilité, de solidité, de génération des cash flows sur un certain nombre d'acteurs télécoms européens, avec des valorisations. Dans le cadre de CAC, avec des valorisations intéressantes, acceptables. Pour ces fonds-là, quoi. Voilà, Oui. qui présentent des opportunités pour ces fonds. Ouais. Autre opération alors qui m'a accroché l'œil, c'est la sortie donc confirmée de Vodafone du marché espagnol, sur lequel il nourrissait quand même à un moment un certain nombre d'ambitions. Là aussi, c'est un fonds qui rachète, je crois, les activités de Vodafone en Espagne. Bon, est-ce que c'est une bonne sortie pour Vodafone, et qu'est-ce qui se passe désormais avec les activités de Vodafone en Espagne reprises par ce fonds d'investissement spécialiste des télécoms? Des télécoms, Zegona. Oui, j'ai envie de dire, enfin, et c'était une attente aussi des actionnaires de Vodafone, enfin Vodafone bouge un petit peu et se débarrasse, on va dire, et commence à purger son périmètre des zones dans lesquelles il sous-performait un petit peu, ce qui était le cas en Espagne. Il y a le sujet qui est toujours posé en Italie. On se souvient qu'ils avaient refusé une offre d'Iliad il y a quelques temps. On verra si ça revient. Donc là, en fait, ils ont l'opportunité d'avoir un acheteur à des bonnes conditions pour sortir de ce pays, pour sortir de l'Espagne, en effet, dans laquelle ils avaient vraiment des soucis. Donc en termes d'allocation du capital et de gestion du portfolio de Vodafone, ça fait clairement du sens. C'est une demande, c'est pour ça que la nouvelle CEO est arrivée. L'ancien mettait un peu de temps, on va dire, pour transformer le groupe. Donc là, enfin, les actionnaires ont un petit peu, on commence à avoir un petit peu une refonte du périmètre du groupe Vodafone. Après, le nouvel actionnaire, donc la Zegona qui rachète, bon, il y a plusieurs approches. C'est vrai qu'il va devoir un peu renforcer un petit peu le business, mais bon, il va se passer des choses de toute façon sur le marché espagnol. Ouais. Et en fait, il y a finalement deux options. L'option, c'est soit le Orange Mass Mobile, la fusion qui est en cours, aboutit. Et donc, même s'il ce sera d'abord intéressant pour Orange et Mass Mobile, ça devrait être intéressant pour l'ensemble des acteurs du marché en termes de ce qu'on appelle de market repair, certainement sur un marché qui a été très compétitif. Donc ça, certainement Zegona... Réduit l'intensité concurrentielle, quoi. Espère en effet en profiter. Et si le deal ne se fait pas, Zegona l'a dit de toute façon, eux se positionneront du coup sur pour être consolidateur. Pour être consolidateur, ce qui posera sans doute de moindres sujets de concurrence. Donc, dans tous les cas, il devrait avoir un market repair, et c'est certainement ça aussi que joue Zegona en venant. C'est des opérations, là, que ce soit Vodafone, sur TIM ou d'autres opérateurs en Europe, c'est des opérations qui donnent des prix de référence au marché boursier. Ça permet de tenir des prix, des valorisations pour les opérateurs cotés en bourse? Oui, alors évidemment qu'il y a une dimension un peu spéculative dans le secteur, ou en tout cas sur un certain nombre d'actifs qui jouent. C'est vrai que le secteur se porte pas mal en bourse, ou en tout cas un certain nombre des grands opérateurs. Pas tous, mais Orange fait une belle année, boursièrement parlant. C'est certainement une des meilleures perfs des opérateurs. C'est la meilleure perf des opérateurs en Europe. Deutsche Telekom a pas mal marché, Telefonica a pas mal marché aussi. Alors même Telecom Italia, finalement, en year to date, ils sont pas trop mal, même si c'est quand même encore très bas. KPN, etc. Alors après, Vodafone justement avait un peu plus souffert, d'où la nécessité de bouger. Mais en effet, c'est une dimension, on va dire, pour un certain nombre des opérateurs qu'on ne peut pas exclure. Et voilà, la preuve, c'est Telefonica Deutschland, qui, eux, avaient souffert un petit peu en bourse. Et boum, voilà, Telefonica rachète les minoritaires, avec une prime de l'ordre de 35-36%. Donc là aussi, c'est une opportunité. Ça nous amène à dire un mot d'Altis, quand même. Là aussi, qui n'est plus coté, sorti de la bourse, en tout cas en Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire de la fragilité du groupe aujourd'hui, notamment pour la partie télécom, avec l'enquête autour de la corruption supposée d'Armando Pereira, partenaire historique en affaires chez Altis au Portugal, et puis la question éternelle, évidemment, du poids de la dette, qui a été refinancée là en partie, je crois, avec des leverage loans quand même pour 800 millions d'euros. Bon, il faut mettre le prix, quoi. C'est 10%. Il faut offrir un coupon de au moins 10% pour refinancer 800 millions d'euros de dette aujourd'hui chez Altis, quoi. Sur une dette qui devait lui coûter entre 2 et 3% avant. Donc quand on sait que son cash flow est sous pression, notamment du coût d'intérêt de sa dette, c'est très bien de repousser les maturités.
mais en termes de cash out chaque année pour rembourser, payer les frais. Ça peut pas être une de la dette. stratégie Ça n'adresse pas le problème, on va dire, fondamental, Structurel. qui est celui de la performance opérationnelle de la société. Donc, l'objectif, c'est à la fin qu'il se relance commercialement. Donc, on va voir comment il va s'y prendre. Mais moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est difficile à la fois de combiner relance commerciale et hausse de l'EBITDA. Si on veut relancer ou hausse du cash flow. Si on veut relancer commercialement, en baissant les il faut prix. un peu Ouais, c'est ça. il faut dépenser, soit par la baisse des prix, soit par la hausse par des le marketing. etc., Ouais. par le marketing. Donc, ça va être une équation un peu difficile. Mais sur le contexte global du groupe, moi, quelquefois, j'ai coutume de dire que, en fait, il a construit son groupe, si on caricature un petit peu, mais sur deux piliers. L'un financier, qui est celui de la dette, du levier, évidemment, au cœur de sa stratégie de développement. Et puis l'autre, plus d'un point de vue humain, on sait qu'il a construit et développé son groupe en s'appuyant sur un petit groupe de personnes restreints autour de lui. Ces deux piliers, aujourd'hui, ils sont fragilisés. En tout cas, ils sont fragilisés. Sûr. Et donc, c'est deux vrais sujets qui arrivent concomitamment et que Patrick Drahi doit adresser. Les grosses échéances sont désormais à partir de 2025 2027. Non, 2027. Oui, c'est ça. Je ne veux pas dire de bêtises. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage sur l'actualité chargée du secteur télécom. Thomas Coudry qui était avec nous, spécialiste du secteur et managing director chez Bryan Garnier, invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.